Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui? Super. Bienvenue, bienvenue à cette soirée, à cet événement de lancement de Shade Publishing. Donc voilà, une nouvelle maison d'édition où on va publier des essais de critique sociale et politique. Et puis aussi, on compte publier de la littérature jeunesse. Donc voilà, on sera là tout au long de l'événement, l'équipe de Shade, pour vous parler de la maison d'édition. Donc merci aussi pour votre patience, on a un petit peu de retard. Et voilà, donc il y aura plusieurs temps pendant cette soirée. Donc d'abord, je vais vous laisser avec Françoise Vergès qui va faire une sorte nous amener dans une rétrospective de tout ce qui s'est passé autour des statuts liés à l'histoire coloniale, l'histoire esclavagiste dans le monde. Ensuite, on aura un temps d'échange avec Someboy et Françoise et moi autour du livre de la violence coloniale dans l'espace public. Et puis enfin, on aura une table ronde avec plusieurs personnes qui viennent à la fois du champ militant et du champ artistique pour parler de cette question des traces du colonial dans la ville et puis aussi dans nos vies. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Françoise Vergès. Pas tout de suite. Hein. D'accord, je le dirai. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Je suis très contente d'être la première autrice avec le premier auteur, Someboy, qui sera avec nous tout à l'heure, de cette maison d'édition. Je remercie beaucoup Lydia de nous avoir évidemment proposé d'être les premiers dans cette liste. Et ce n'est pas n'importe quel livre, hein, c'est bien que ça commence aussi par ce livre sur la question des statuts. Je voudrais juste dire deux mots sur le titre Les statuts meurent aussi, parce que c'est un film extrêmement important qui a été commandé par Présence africaine, par la revue Présence africaine en 1950, quand Alioune Diop était son directeur, il était encore vivant, et dans le comité de rédaction, il y avait Aimé Sazer, Price Mars, Léopold Sédar Senghor, Richard Wright. Et ils ont donc commandé ce film, et le film est réalisé en 1953 par Alain Resnais et Chris Marker et Ghislain Cloquet, qui était le chef opérateur. Et il s'agissait de faire une dénonciation du colonialisme. Et dans le titre « Les statuts meurent aussi », c'était de faire une dénonciation de la manière dont l'art africain était considéré comme un objet ethnographique. Et que les statuts de ce monde, qui étaient des objets vivants, qui appartenaient à un monde spirituel, culturel, artistique, devenaient des objets morts dans les musées. Et donc les statuts meurent aussi. C'est une dénonciation très, très, très violente du colonialisme. D'ailleurs, la fin du film, c'est sur des événements, des lynchages, enfin des répressions racistes. C'est-à-dire le lien est fait aussi entre le pillage de l'Afrique et le racisme. D'ailleurs, le film parle de ces richesses infinies qui existaient en Afrique pour les remplacer par une activité artistique, commerciale, mercantile et de série. Donc déjà en 1950, cette idée que l'art africain était transformé en marchandise. Et le film a été censuré, hein, il a été interdit pendant 11 ans. Il n'a pas pu être vu. On se souvient, donc il sort en 1953, c'est toute une année importante. L'année suivante, 1954, c'est le début de la guerre d'indépendance en Algérie. 1956, c'est le congrès des artistes et écrivains noirs à Paris. Donc dans un moment très, très, très important. Donc nous avons repris cette expression et on ne l'a pas vraiment inversée, mais on a dit, ben oui, les statuts peuvent mourir. Il y a des statuts qui peuvent mourir, qui peuvent être renvoyés, qui peuvent sortir. Hein. C'est ces statuts que nous dénonçons comme célébrant le racisme, l'esclavagisme, la colonisation. Donc elles peuvent partir, elles peuvent disparaître de l'espace public. Il n'y a aucune raison à ce qu'elles soient là. Les statuts ne disent pas l'histoire, ce qu'on nous rappelle constamment, elles ne disent absolument pas l'histoire. Et vous verrez dans le livre, on explique à quel moment des statuts apparaissent, qui est derrière, qui finance, à quel moment elles sont inaugurées. Des questions très très importantes, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, parce qu'elles montrent que ce sont des choix politiques à des moments donnés. Quelle est la mémoire qu'on veut faire passer? Quelles sont les personnes qu'on veut mettre en avant? On a plutôt choisi les statuts, évidemment, il y a les noms de rues, il y a tout cela, mais parce que les statuts sont quand même des éléments visibles. C'est une culture visuelle du racisme.
Ce n'est pas une illustration, c'est un élément central de la technologie de la race. Ce n'est pas une illustration, ce n'est pas Gallieni, Lyoté, fait d'herbe en illustration. Ce sont vraiment font partie de la production même du racisme et des végétables. Donc la question aussi qu'on voulait poser, c'est quelle forme de mémorialisation nous voudrions dans l'espace public, hein, c'est quelle forme et déjà de se poser les questions. Pourquoi elles sont là, à quel emplacement elles sont, qui les a mises là, quand la décision a été prise, quand elles ont été inaugurées, qui révèlent énormément de choses puisqu'on veut nous les faire passer pour « elles ont toujours été là ». Elles ont toujours été là, elles font partie du paysage. Non, elles n'ont jamais toujours été là, elles ne font pas partie du paysage, on a décidé de les imposer. Et pour nous, elles font partie évidemment de toute une construction du racisme dans l'espace public. Ce sont des décisions arbitraires, c'est ça qu'il faut se dire chaque fois. Aucune de ces statues n'a été, il y a des pétitions énormes, il n'y a pas de pétition d'ailleurs pour qu'elles soient là, c'est vraiment des choix. Donc c'est vraiment, elles célèbrent des racistes, elles célèbrent des colonisateurs, elles célèbrent des personnes qui ont ordonné des massacres, qui ont ordonné des génocides, qui ont ordonné des vols de terre, des dépossessions et évidemment de la violence sexuelle constante. Et elles contribuent, toutes ces statues, comme on le verra, dont on parlera, elles contribuent à construire un environnement hostile dans la ville. Elles font partie, ce que je dis dans le texte, ce sont les gardes, les vigiles d'une ville bourgeoise et blanche. Elles nous rappellent, elles sont comme des soldats d'une armée impérialiste et coloniale. Et donc partout, on le sait, des mouvements ont eu lieu en 2020. Mais en fait, c'est un moment de révolte qui monte de plus loin. Et d'ailleurs, la vidéo qui a été réalisée par Lydia, on va commencer d'ailleurs par un moment qui n'est pas celui de 2020. Et je vous dirai au fur et à mesure parce que, de quoi il s'agit, de qui c'est, de quoi il s'agit. On peut lancer la vidéo ? Vous verrez, il y a des commentaires, c'est vraiment pas les nôtres. Donc on commence. En 1983, l'Alliance révolutionnaire caraïbe fait sauter la statue de Jean-Baptiste Marchand. Dans leur communiqué, ils écrivent « La farce est aujourd'hui terminée. La tragédie commence maintenant pour la France, car sa volonté de domination perpétuelle sur nous portait la marque de l'impossible. Nous aspirons et nous nous battons pour une société nouvelle, débarrassée de l'exploitation et du mépris de l'homme, où ce dernier pourra s'épanouir librement au sein d'une nation souveraine. » Donc en 1983. En 1998, là, on voit des actions des peuples autochtones au Mexique contre Christophe Colomb. Donc ça fait très longtemps que le personnage de Christophe Colomb est contesté à travers les Amériques. Et là, c'est un artiste qui fait une performance, comme vous le voyez, sur cette statue. Et la statue de Christophe Colomb à Mexico City a été enlevée et va être remplacée. Alors là, il montre la relation entre le passé et le présent, puisque dans tous les mouvements contre les statues, c'est de montrer la relation entre ce qui voudrait se présenter comme le passé, c'est des choses du passé, et qu'en fait, ce sont les héritages de ce passé sont absolument dans le présent. Donc pour les peuples, évidemment, d'Amérique, les peuples autochtones des Amériques, l'arrivée de Christophe Colomb est un désastre. C'est tout le rappel de ce qui s'est passé. Donc là, on est à Cape Town. Alors Cecil Rhodes, c'est le fondateur de la Rhodésie, mais aussi le fondateur de De Beers, la grande compagnie de diamants. C'est quelqu'un qui a constamment écrit qu'il était partisan de l'impérialisme britannique et il fallait rappeler constamment, dit-il, qui était le maître, que la race blanche devait dominer le monde. Il y a des tas de textes qu'il a signés. Ce n'est pas du tout quelqu'un de secondaire, c'est de quelqu'un de central au cœur de
de la colonisation de l'Afrique du Sud et de l'établissement d'un régime raciste, et aussi donc le fondateur de la Rhodésie, qui a été fondé, comme vous le savez aussi, sur la séparation, la domination, la suprématie blanche. Alors là, on commence en 2020, on passe à 2020, c'est le déchoucage des statuts de Schœlcher qui ont lieu finalement. Ce qui nous intéressait aussi, c'est pourquoi ce déchoucage disparaît et que ça sera le déboulonnage de la statue d'Ewald Colson le 6 juin qui va devenir le point de départ. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Victor Schœlcher n'est pas un esclavagiste, n'est pas, il n'est pas un marchand d'esclaves non plus. C'est une icône républicaine. Et ce que les jeunes Martiniquais du groupe Marron font en faisant cela, c'est qu'ils montrent la persistance d'une colonialité républicaine. C'est-à-dire que, comme le dira des jeunes qui ont participé, nous vivons toujours dans la plantation. L'abolition de l'esclavage n'a pas encore eu lieu. Elle n'a pas été complète. Ensuite, il y aura le déchoucage de Joséphine de Beauharnais et de Destambuc. Et là, à la place de Joséphine de Beauharnais, ils ont mis un jardin potager de permaculture pour montrer aussi contre le chlordécone et la pollution et la contamination. Donc le 6 juin 2020, qui est considéré par beaucoup comme le début, mais comme on vous l'a dit, ça a commencé en fait à Fort-de-France en Martinique. Mais là, c'est après le meurtre de George Floyd, donc c'est lié au grand mouvement Black Lives Matter qui est à travers le monde. Et Colson, qui est le fondateur, qui a enrichi la ville de Bristol et qui a été un esclavagiste et un armateur de navires négriers. Et il sera jeté donc dans un des canaux de la ville. Et à partir de là, nous, dans la vidéo, on n'a pas montré toutes les contestations. Il y en a eu beaucoup, comme vous le savez, mais vraiment que le mouvement Black Lives Matter, le mouvement de dénonciation, il va avec enlever ces statues de l'espace public, que ces statues n'ont rien à faire là, qu'elles doivent disparaître. À Saint-Denis-la-Réunion, c'était toujours en 2020, c'est contre la statue de Labourdonnais, qui a été le gouverneur colonial de l'île de France, devenue île Maurice, et de l'île Bourbon, devenue île de la Réunion, et qui est toujours là, qui trône à côté de la préfecture. Et donc là, une protestation. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a une demande d'enlever l'enterrement colonial, d'enterrer le colonial. Et cette statue, elle n'est pas enlevée. Elle est, je vous le dis, à côté de la préfecture, ce qui montre vraiment la relation entre le pouvoir colonial d'hier et le pouvoir postcolonial, néocolonial ou colonial d'aujourd'hui. Bruxelles en Belgique, c'est Léopold II, celui qui était le propriétaire de la colonie du Congo belge, celui qui a mis en place toute la politique d'exploitation du caoutchouc avec, comme on le sait, tous les bras coupés, les mains coupées. Enfin, c'était un homme qui a réussi ensuite à se faire passer pour un abolitionniste et dont la statue, elle est à peu près dans tous les quartiers de Bruxelles, elle est partout. C'est celui aussi qui a fait le musée de Tervuren, qui était le musée donc, du Congo, et qui est un pillage systématique de tous les objets du Congo. C'est un musée extrêmement énorme. Donc là, on est à Sao Paulo. Tout ça, on est donc en 2020. Hein. Donc Borba Gato, qui était un esclavagiste, et là, on passe à Lille. Hein, vous voyez, ça se passe partout. Là, c'est la statue de Faidherbe, qui fait partie des grands colonialistes français, républicains français. La plupart de ces statues, d'ailleurs, appartiennent à la Troisième République, celle qui établit vraiment le grand empire colonial post-esclavagiste. C'est vraiment à ce moment-là qu'on passe dans ce moment où on passe donc de l'empire esclavagiste à l'empire post-esclavagiste, où la France va de Diapatamandraset, enfin je ne sais plus comment ça se disait, et où vraiment ça s'étend à Kanaki, les îles du Pacifique, enfin évidemment toute une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie. Alors Douala au Cameroun, là il vise la figure de Leclerc, qui est le général Leclerc, qui a fait partie donc des troupes qui ont conquis et qui ont pacifié toute une partie de l'Afrique.
Et derrière, il y a toujours un peu ces endroits où on voit, je veux dire, ces panneaux. C'est très souvent dans ces monuments coloniaux où il y a les noms des villes, des noms de leurs victoires, les noms des villes qu'ils ont conquises ou des victoires qu'ils ont eues, des lieux de victoire sur les peuples africains ou asiatiques. Donc là, nous avons un militant qui est un militant camerounais qui conteste cette statue. Et qui donc là, c'est un montage de le faire tomber et de le remplacer par un militant et de lui enlever la tête. Donc c'est de montrer, ces statues existent partout. Hein, le monde colonial français en a fait dans toutes ses colonies. Donc là, on passe en Colombie, où c'est encore la personne de Christophe Colomb, toujours. Et vous voyez, on abat des statues monumentales. Et en fait, même l'association Decolonize This Place, qui est à New York, elle a sorti d'ailleurs une petite brochure pour vous apprendre à comment faire tomber ces statues monumentales, c'est-à-dire ce qui apparemment apparaît presque impossible. Et on va la diffuser bientôt, au cas où certaines personnes seraient intéressées. Donc là aussi, voilà, pour la paix, pour la vérité et la justice, hein, plus de massacres, oui à la vie. C'est de nouveau les peuples autochtones qui protestent, qui marchent. C'est aussi contre tout ce qui a été lié à cette arrivée de la colonisation, le vol des terres, hein, la fin du droit à la terre, l'incroyable, et qui nous amène aujourd'hui à toute la catastrophe, la crise climatique que l'on connaît. C'est lié à cela. Hein. Ça commence là. Donc là, eux, ils ont appris comment faire. Et voilà, ça tombe. Là, on est à Barranquilla. Mais on a tout à l'heure à la table ronde avec l'artiste Ivan Argot, il nous parlera aussi, il est de Colombie, il nous parlera de tout cela. Donc faire tomber ces symboles, c'est vraiment, enfin c'est pas seulement des symboles, parce que quand on dit des symboles, c'est comme si c'était des choses neutres. Ce n'est pas du tout neutre, hein, c'est vraiment des gardiens. Alors là, voilà, on entraide. C'est vraiment, c'est plus que des symboles. Hein, c'est un rappel constant d'une histoire d'oppression. Au Canada, ce sera la personne de John Macdonald, qui a été, en fait, c'est le fondateur du Canada, qui a été le Premier ministre. C'est celui qui a qui a fait la politique sur les plaines. Dans les plaines du Canada vivaient de nombreux peuples autochtones. Il a imposé une politique de famine. Il a affamé tous les peuples pour les enfermer dans des réserves. On leur servait de la viande avariée, de la farine contaminée par la tuberculose. Je veux dire, ça a été vraiment un génocide terrible pour pouvoir occuper toutes ces terres. Il est aussi responsable de la politique des pensionnats, hein, de kidnapper les enfants des familles amérindiennes pour les envoyer dans des pensionnats où il y aura abus et extrême violence. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des scandales qui sont révélés. Hein. On a trouvé des tombes communes où les enfants, c'est des tout petits enfants parfois. Donc John Macdonald, et c'est le personnage qu'on voit et donc c'est Canada et Québec le faire descendre. Aux États-Unis, on va en voir encore, ça c'est encore Christophe Colomb, hein, mais vous le savez, il y a eu aussi les statues de généraux confédérés dans les villes du Sud, ou la statue de Theodore Roosevelt qui était devant le musée d'histoire naturelle à New York, et Theodore Roosevelt qui est vu comme quelqu'un qui est un grand héros de l'histoire des États-Unis et qui en fait était un grand impérialiste, un grand raciste, et qui était représenté avec à ses genoux un Amérindien et un Noir, donc dans une position. Là, Franco Lolia, le porte-parole de la brigade antinégrophobie, est avec nous ce soir, donc il reparlera. Mais ça, c'est à Paris, donc la statue de Colbert. Et alors, la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, je rappelle, quand on nous dit que c'est là, elle a été installée par Napoléon. Hein, il n'y avait pas de statue avant. C'est Napoléon qui décide de mettre Colbert. Napoléon qui rétablit l'esclavage en 1802. Colbert qui est quand même derrière le Code noir. Donc, on a une espèce de continuité. Donc, comme je le rappelle, ce sont des choix à des moments donnés. Et le choix de mettre Colbert avec 3 autres personnages, c'est un choix de Napoléon au XIXe siècle. Colbert n'a pas toujours été devant l'Assemblée nationale et il n'a pas à y être.
Donc c'est aussi chaque fois de se demander, comme je vous le dis, à quel moment, qui a voulu mettre ces statues en place, qui est derrière, qui est le sculpteur. C'est-à-dire que quand on nous dit c'est l'histoire, ça a toujours été là, ce n'est pas vrai. Ce sont vraiment des moments particuliers. Alors comme on le rappelle, hein, les commentaires ne sont pas de nous. C'était une vidéo, c'est les vidéos que nous avons trouvées pour faire ce montage. Et Franco est avec nous ce soir et nous parlera plus longuement de cela, de cette négrophobie d'État que représente. Là, on est avec Gallieni, hein, c'était en juin 2020, où un groupe de militantes et militants a recouvert la statue de Gallieni d'un drap noir. Gallieni est un général, un maréchal colonial. Il est porté par 4 femmes, hein, 4 figures de femmes. L'une représente Madagascar, l'autre l'Asie, l'autre l'Afrique et la dernière Paris. Gallieni est quelqu'un qui a écrasé des insurrections au Vietnam et ensuite il est arrivé à Madagascar où il a rédigé un livre qui s'appelle La doctrine des races et où il disait que pour mener une bonne politique coloniale, il fallait monter les groupes les uns contre les autres, les communautés les unes contre les autres, une politique qui sera adoptée par de nombreux colonisateurs comme par exemple les Belges au Rwanda ou encore aujourd'hui, on le voit partout. Donc c'est lui et ce livre s'appelle La doctrine des races qui sera enseigné à de nombreuses personnes. Donc on voit que il y a des continuités, ce sont des personnes qui se rappellent. Là, c'est évidemment les 2 personnes qui sont à l'anguille, comme vous le savez, en bas des escaliers qui mènent à la gare Saint-Charles. L'une représente l'Afrique et l'autre représente l'Asie. Des femmes, évidemment. L'Afrique est toujours une figure féminine au torse nu, toujours à l'anguille. Et de l'autre côté, on a l'Asie. Donc là, c'est des protestations contre cette représentation devant lesquelles des milliers et des milliers et des milliers de personnes passent chaque jour. Et cette naturalisation d'une représentation constante qui rappelle, qui fait rentrer quand même, qui constitue une mémoire visuelle, qui entre, c'est une culture visuelle de la race. Ce n'est pas juste des choses, on ne se rend pas compte à quel point ça s'imprime dans notre conscience. Et ça constitue cet environnement que j'appelle un environnement hostile dans la ville. Hein, hostile, et on en parlera dans la seconde partie.